Daniel, merci de me recevoir chez toi pour cette petite interview au sujet de la publication de ton nouveau livre, Moi qui ai souri, le premier aux éditions Actes Sud. Donc pour commencer, je voudrais te poser une question toute bête. Qui êtes-vous, Daniel Arsan? Je ne sais pas. Je le sais un peu en écrivant, dans mes relations aux autres, mais c'est tellement fluctuant. Enfin bon, il y a des lignes principales, si j'ose dire, mais en fait, je ne saurais pas décrire qui je suis. Mais dans un roman, on n'arrive jamais non plus à cerner tout à fait un personnage jusqu'au bout, hein. C'est comme dans l'existence. Je pense que tes livres permettent aussi en bonne partie de répondre à cette question. Et ce qui est très intéressant dans ton œuvre, puisque j'ai la chance de la connaître relativement bien, c'est qu'il y a, il y a une très grande diversité de styles, puisque bon, tu as commencé il y a une trentaine d'années par publier la biographie de Mireille Balin. Tu as publié un livre sur les massacres d'Adana en 1909. Tu as publié un livre sur ton chat, Kétal. Et puis des choses beaucoup plus personnelles, comme Les ivresses du fils, des choses sur ta famille, comme En silence. Et tu as publié aussi des fictions totales, comme La province des ténèbres. Donc j'ai envie de dire que si on prend tous les livres que tu as écrits, on trouve tous les ingrédients déjà présents qui sont dans ce livre, qui font en fait, qui constituent ce livre. Comme le rapport aux parents, le rapport à la mémoire, le rapport à la violence, le rapport à l'amour et le rapport à la solitude. Donc, avant de commencer à parler du livre, j'aimerais que tu nous lises, le premier paragraphe. Donc c'est longtemps que je me suis couché de bonne heure. Voilà, c'est ça. Ça va être long, hein. Bon. Un instant heureux, je ne vois pas. Ça ne me vient pas. Il y en a eu, mais c'est plus une sensation, une succession de sensations reliées à rien de particulier. Très tôt, j'aimais surtout être seul, qu'on ne vienne pas me surveiller, me demander si ça allait ou pas. Ma mère, si le silence dans ma chambre se prolongeait un peu trop, venait me faire « Coucou, ça va ?» Je répondais « Oui, ça va ?» Elle restait dans la pièce, me regardait jouer. Ce que je ressentais, je ne me le formulais pas encore, c'était « J'ai répondu, pourquoi elle ne retourne pas d'où elle vient? Que veut-on de plus que ce que j'ai dit ?» Et je m'entendais plutôt assez bien avec ma mère. J'avais 4 ou 5 ans. Alors, ce qui frappe dans ce roman, c'est que donc, tu décris en fait trois événements de ton adolescence qui ont eu de grandes conséquences, qui t'ont sans doute fait tel que tu es. Alors, la première question que je voudrais te poser, c'est comment tu as fait pour travailler sur la mémoire? Parce que ce sont des souvenirs qui sont très anciens, et ça m'a fait penser, moi, au livre d'Annie Ernaux, Mémoire de fille, où elle explique donc dans le livre comment elle a travaillé tout ce rapport à la mémoire par rapport à la fille qu'elle était à l'âge de 18 ans. Je crois que c'est un peu... bon, il y a eu Ivresse du Fils, mais j'ai relu Ivresse du Fils quand ce dernier, La moitié serait le premier, venait d'être publié, enfin imprimé tout au moins, et je me suis rendu compte que... en particulier tout le passage dans Ivresse du Fils sur mon service militaire, où j'affirmais quelque chose de complètement qui était le déni absolu, où je disais que j'avais découvert, enfin que j'avais été dépucelé à 20 ans ou 21 ans. Et quand j'ai relu ça, mais j'avais déjà écrit Moi qui ai souri le premier, je me suis dit mais c'est pas possible quoi, c'est le déni absolu. Alors je crois que le déni est nécessaire, hein, au début en tout cas. On a à peu près que ça pour se protéger, je pense, hein. Surtout beaucoup pour les homos ou aussi pour les viols pour une fille ou autre. C'est pas facile de trouver quelqu'un qui peut vous écouter et en soi-même la force de parler. Donc, bon,
Dans Ivresse du Fils, je parlais aussi de le troisième épisode que je relate dans moi, qui est soumis le premier, mais je l'avais complètement désexualisé. Et ça m'a quand même fichu un coup, parce que là, ça a été l'évidence du déni. L'histoire du livre, en fait, c'est un livre qui date de 10 ans, la première version. Hein. Je l'ai écrite au moment où je rédigeais Un certain mois d'avril à Atana, qui était une sorte de réponse par des mots du fils à un père qui n'avait rien dit du génocide arménien, ce qu'il avait traversé. Donc, et à un moment, le silence de mon père, que je remplissais de mots, m'a renvoyé à un silence, mon silence, le vrai silence. Et je me suis mis à écrire ce texte très vite, en 10 jours ou 15 jours, mais sans me rendre compte vraiment que je disais ce que j'avais caché pendant des années et que je refoulais. Et puis je l'ai mis dans un tiroir, très content de moi, en me disant, bien, voilà, bon, je suis en règle avec moi-même, et je l'ai mis dans un tiroir, j'ai fait ce que j'avais à faire, et je vais être libéré. Et puis, donc, est paru Un certain mois d'Anna. Ensuite, ce qui a été très très important pour moi, surtout dans le rapport aussi aux mots, hein. Ça a été Je suis en vie et tu ne m'entends pas, qui est une reconstruction déjà d'un jeune homme qui sort de Buchenwald, qui a été mis dans un camp de concentration pendant près de 4 ans. Et comment dire, d'un seul coup, il y a eu, comment dire, j'avais utilisé plein de mots, hein, la peur, le désarroi, avant d'écrire ce livre, et d'un seul coup, en écrivant Je suis en vie et tu ne m'entends pas, les mots sont devenus, il y a des mots qui sont devenus totalement incarnés, et le mot peur et autres, et donc m'a renvoyé sans doute à ma véritable peur. Et là, évidemment, je ne me compare pas du tout au destin de quelqu'un qui a été dans un camp de concentration. Donc voilà, donc il y a eu ça qui m'a mis, c'est le seul livre, c'est le livre, quand je l'ai écrit d'abord, je pense que là il y avait quelque chose qui se libérait aussi en même temps en moi, mais que c'était, où je répondais à toute cette horreur par je pleurais beaucoup en l'écrivant, donc je répondais par des larmes. Une fois que le livre a été écrit, 1 ou 2 ans après, je crois, le livre est sorti en 2007, non, ça devait être en 2017, il y a eu, et ça m'a profondément atteint, les événements en Tchétchénie. Où en Tchétchénie, on a créé un camp de concentration uniquement pour les homosexuels, qui ont été, beaucoup ont été tués, d'autres ont été torturés, parfois renvoyés dans les familles. Quand ils étaient torturés, les parents n'arrivaient pas forcément à trouver les médicaments pour les sauver, et surtout on renvoyait les garçons, les hommes dans leur famille, avec l'assurance que les familles allaient les tuer. Donc donc la plupart ont été tués par leurs frères, leurs pères, leurs oncles, et il y a eu des filles également, hein, puisqu'il y avait, je prends la fille d'un des types qui était au gouvernement et qui a été massacré comme ça, et beaucoup ont été sauvés par les Russes. Par les groupes LGBT russes qui
qui risquait beaucoup et qui risque toujours beaucoup. On sait que Poutine adore les homos, est une folle complète. Donc, et c'est lui qui avait imposé comment on appelle ça, le président en Tchétchénie. D'ailleurs, il y a eu un documentaire extraordinaire, Bonjour à la Tchétchénie, ou chose comme d'un Américain, et où on voit Poutine parler avec le président de Tchétchénie, et ils rigolent, ils sont assez goguenards comme ça, et ils disent oui, on nous accuse de tuer les homosexuels, ou je ne sais plus, et ils disent, mais l'un et l'autre disent, mais on n'a pas besoin de les tuer puisqu'il n'y en a pas. Bien sûr. Évidemment qu'il y en a très peu, ou de moins en moins, puisqu'ils sont tous tués. Donc ça m'a, à la limite, avec les mots qui s'étaient incarnés en écrivant « Je suis en ville, tu ne m'entends pas », ce qui s'est passé en Tchétchénie, là d'un seul coup m'a laissé sans voix. Je n'arrivais plus vraiment à écrire. J'ai essayé d'écrire un texte, mais il m'a mis en échec. Quelque chose n'arrivait pas à se faire. J'étais plus en contact avec la création. Enfin, je pense qu'il y avait quelque chose qui s'est gelé. Et il y a 1 an et demi, je me suis... d'un seul coup, j'ai ressorti moi qui ai souhaité le premier, du tiroir. D'un seul coup, je pense... je me suis dit, c'est ça qui... voilà, il faut peut-être régler le problème. Non, mais c'est ce livre-là que tu dois écrire, et tu vas pouvoir l'écrire, sans doute. Je crois qu'il n'y a pas de courage à écrire ces livres. Je crois qu'on est, à un moment, on est mûr, on a traversé les choses, on est mûr pour écrire un texte. Le courage, ça serait de l'écrire malgré des menaces, malgré des choses comme ça. Là, c'est pas le cas. Il faut aussi remettre les pendules à l'heure. Voilà, donc ça a été, et je l'ai réécrit sans vraiment le réécrire. Bon, et puis après, tout a été très très vite. Mais j'avoue que j'avoue aussi que j'avais beaucoup de chance bon, je savais que j'avais une éditrice qui ne me laissait absolument pas tomber. Hein. Elle me disait, si tu n'écris plus, ça arrive, mais je suis là. S'il arrive à nouveau un texte, je suis là. Et si... et peut-être que ça va revenir, et je pense que ça c'est une chance extraordinaire que j'ai, surtout aujourd'hui dans le monde de l'édition. Mais dis-moi, est-ce que tu ne penses pas que justement cette succession de 3 livres, donc Un certain mois d'avril à Dana, Je suis en vie et tu ne m'entends pas, et maintenant Moi qui ai souri le premier, c'est une sorte de plongée dans des domaines qui sont extrêmement difficiles, des choses, des vérités oubliées de l'histoire et qui sont en même temps fondamentales, puisque dans le premier, donc tu parles des massacres d'Adana qui ont été complètement oubliés, effacés de l'histoire, si on peut dire. Ensuite, tu parles donc des homosexuels dans les camps de concentration, des triangles roses, et ça aussi, on n'en parle jamais. Et maintenant, tu écris un livre qui est quand même beaucoup, en grande partie sur le viol masculin, qui reste quand même, pour moi, le grand dernier tabou. Est-ce que tu ne penses pas que ces 3 livres sont une sorte de trilogie qui te permet de défendre des choses oubliées et de reprendre le flambeau pour porter la cause de ces gens-là? Je pense qu'il faut rajouter le premier de ces... En fait, il y en a 4. Il faut rajouter Des amants, qui a été un texte que j'ai écrit très très vite, en 15 jours,
les choses, ça a été un moment de grâce. Je l'ai jamais revécu. Les choses tombaient. J'écrivais 4-5, c'est des très courts chapitres par jour, comme ça. Et c'est quand même sur le... C'est inspiré du dernier homosexuel qui a été, sous Louis XV, brûlé en place de Grève à Paris. Il ne faut pas oublier que souvent ils étaient brûlés ou ils étaient torturés, écartelés. Bon, c'était... il y avait les aristocrates qui arrivaient à s'en sortir, les grands, pas la petite noblesse, mais la grande noblesse arrive à s'en sortir comme en tout, comme toujours. Voilà. Et donc je pense que ça a été ça faisait partie d'un livre qui s'appelle Des chevaux noirs, qui n'est pas un de mes meilleurs livres, hein, du tout. Et je l'avais mis de côté à un moment. Bon, je trouvais que ça ne s'incluait pas vraiment dans le livre. Et puis ça me turlupinait quand même. Ça faisait une page et demie. Hein. Un jour, je me suis mis à écrire ce livre et tout est tombé. Ça fait un peu comme un poème. Comme une succession de très courts poèmes, comme ça. C'est un livre très court, comme moi qui est sur le premier. Et je pense que là, c'est comment dire, quand même, dans tout ce que j'ai écrit, c'est presque un livre, le premier. C'est un livre fondateur en fait, qui disait celui-là et le dernier que j'ai écrit, que quelle que soit l'époque, évidemment, quelle que soit l'époque, quand même l'homosexualité est condamnée. En France, ça va un peu mieux, mais tout peut revenir. Rien n'est gagné, on le voit avec les femmes, hein, aux États-Unis, partout, et dans plein de pays, donc tout peut revenir, et on se rend compte que ce qui se passait sous Louis XV, où les homos étaient brûlés vifs, ça se trouve dans certains pays d'Afrique où on les lapide, en Tchétchénie où on les met dans des camps de concentration, donc il n'y a pas de... Et je pense qu'il y a une chose qui est toujours très très vraie, la grande différence pour un homo, c'est quand il est adolescent, un jeune garçon ou fille, hein, un adolescent hétéro, fille ou garçon, n'a pas à faire un aveu. Il est hétéro. Il n'a pas à dire à ses parents papa, j'ai une petite amie ou j'ai un petit ami. Ils n'ont pas à le dire d'une certaine manière. C'est pas un homo est presque obligé de passer par là, de dire un adolescent hétéro n'a pas à dire à ses parents tu sais, je suis hétéro. Non. Bien sûr. Tandis et à partir de ce moment-là, déjà tout change. On part sur deux bases. On passe d'abord sur un aveu. Pour les homos, ce qui est quand même incroyable. Enfin, comme on passe devant un jugement d'une certaine manière. Comment vont vous juger vos parents? Ça commence comme ça quand même. Et là, je pense que dès le début, il y a une très très grande différence. Enfin, qui peut virer à la très grande fragilité. Hein, puisque dans beaucoup, c'est vrai que les adolescents, homos, filles ou garçons, sont très très fragilisés là-dessus. Parce qu'il y a des milieux à peu près qui acceptent plus, mais il y en a d'autres où c'est beaucoup plus difficile. Cela dit, je pense qu'il n'y a pas un milieu, une classe sociale qui n'est pas touchée. Mais il y en a qui sont plus touchés que d'autres, pour mille raisons. Alors justement, je pense que c'est très intéressant aussi dans ton livre, le rapport aux parents. Et justement, ce que tu dis, c'est que après le viol, je le cite, cette phrase de ton livre, « L'autre ferait de moi un autre auprès de mes parents. Qu'a-t-on engendré, se demanderait-il? Tous les parents doivent se poser cette question un jour, non ?» C'est comme si, à partir du moment où tu as été violée, en fait, tu avais fondamentalement changé, que quelque part, ton identité d'homosexuel qui n'était pas encore, entre guillemets, révélée, même peut-être à toi-même, hein, puisque tu n'étais pas passé à l'acte, faisait que tout d'un coup, tu avais basculé dans une autre réalité
et que tu n'étais plus la même personne. Et est-ce que il n'y a pas une sorte de création d'une double identité et que c'est cette nouvelle identité qui naît que tu ne peux pas dire à tes parents qui est ta véritable identité en quelque sorte? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'identités qui se sont succédées très très vite. D'abord, tout au début de ce qui a précédé le viol chez l'autre, chez le garçon Marc, où j'étais totalement dans le désir. Et je découvre quand même, je ne me le formulais pas là non plus, mais le désir me mettait totalement, me faisait oublier, je n'étais plus que dans le désir. Je n'étais plus ni un fils, ni quoi que ce soit, ni un élève, ni un... J'étais dans le désir, j'étais là-dedans. Et donc, déjà, ça a été quand même assez fracassé avec ce qui se passe. Après, c'est une chose aussi, comme de dire je suis homo à ses parents. C'est-à-dire que j'étais... il y avait deux choses, c'est-à-dire que dire que j'étais violée, c'était dire aussi que j'étais homo. Donc il y avait les deux en un. Et les deux, j'arrivais pas à les dépasser. Ça, alors je me défendais dans les... Comment on appelle ça? Dans les... Même quand mon père est mort ou ma mère est morte, par exemple, je n'ai jamais perdu l'appétit. Et là, je raconte que quand le jour même du viol, je rentre chez moi et je mange de très bon appétit, comme si de rien ne s'était passé. Et je pense que les adolescents, et pas que les adolescents d'ailleurs, des gens dans des moments extrêmement difficiles, c'est une défense, ils font comme si c'est une dissociation. Passé. Voilà, et ce que je raconte, d'ailleurs un peu, et pas tant que ça, mais qui a été très intime, une fois que j'ai terminé le livre, qu'il était imprimé, que je m'en suis rendu compte, par exemple. Donc moi je suis né en 1950, donc c'était les années 60, et c'est en finissant le livre que je m'en suis rendu compte. Quand je rentrais chez moi, je mettais sur mon électrophone, je mettais des chansons de Sylvie Vartan et je dansais comme un fou. C'était une bouée de sauvetage, pour moi c'était une réalité. Elle était vivante, elle me faisait danser, elle était mignonne tout plein et j'avais ça quoi. Alors évidemment quand 10 ans après je l'ai rencontrée en librairie et qu'on parlait que de Proust, parce qu'elle connaît très bien Proust, donc c'était un émerveillement. Enfin, pour moi, c'était quelqu'un qui m'avait, sans le savoir, je n'en ai jamais parlé, mais qui m'a sauvé aussi, qui a participé à une forme où j'ai pu tenir comme ça, et je peux rester pendant des heures, et on s'accroche à ce qu'on a. Moi j'avais quand même ça et j'avais un électrophone. Tous les garçons et les filles à l'époque n'avaient pas forcément un électrophone, hein, ni un transistor. J'avais quand même cette chance-là. Et ça, mes parents m'embêtaient pas trop. Je mettais un disque, voilà. Mais est-ce que quand même, ce qui t'a pas vraiment sauvé, si je puis dire, c'est quand même l'écriture, parce que dans l'écriture, moi, une chose qui m'a toujours frappée dans tes livres, dès le premier que j'ai lu, c'est la violence. Parce que dans tes premiers livres, dans Silence, dans La province des ténèbres, il y a une grande violence et je me disais, mais comment un homme aussi gentil peut-il écrire des choses d'une telle violence? Donc est-ce que c'est pas cette violence qui a irrigué de manière souterraine un peu la plupart de tes livres pour enfin jaillir complètement dans les derniers? Est-ce que cette violence n'est pas une scène fondatrice, parce que c'est ça aussi que je me suis demandé. Est-ce que c'est pas une espèce de violence primitive, comme on parle de scène primitive,
qui quelque part, de toute façon, a été, comment dirais-je, plantée en toi comme une graine et qui a fini par pousser, et que le fait qu'elle soit allée dans la littérature t'a empêché, par exemple, de retourner cette violence contre toi-même ou contre d'autres? Alors, il y a plusieurs choses, je pense. C'est-à-dire qu'au moment où il y a eu j'ai commencé totalement à... Mais j'avais déjà commencé à décrocher avec l'école. Parce qu'il y avait eu un devoir sur Racine et moi je ne connaissais pas Racine, donc c'était en quatrième et en décembre le prof nous dit il faut lire Andromaque. Donc moi je connaissais le titre mais je n'avais jamais lu Racine, donc il fallait rendre le devoir en janvier. Et donc je lis Andromaque absolument ébloui et mes parents me demandent, donc c'était en décembre, qu'est-ce que tu veux pour Noël? Et je dis Racine, alors il y avait une collection au seuil, l'intégrale, et il m'offre ce que j'ai toujours, et il m'offre Racine. Je dévore tout le théâtre de Racine, même Histoire Port-Royal où j'ai rien compris. Et puis je remonte voir, puis comme tous les adolescents, on a envie de montrer qu'on connaît plein de choses, Alors je dis que je préfère Phèdre à Andromaque, que j'adorais Bérénice, qu'Athalie, je n'avais pas tout compris, mais qu'elle m'impressionnait, qu'elle me fascinait. Esther, elle n'était pas trop mal, et tout ça. Et j'ai eu 0 hors sujet. Et là, je dis, excuse-moi l'expression, qu'ils aillent se faire foutre. Et je n'ai plus rien fait. Et du coup, ça a été, j'ai été nul vraiment à l'école. Hein. J'ai redoublé après toutes mes classes. Je me suis retrouvé à Pigier, où ça allait très bien d'ailleurs. C'était des matières tellement éloignées de moi, ça allait. Et donc, ça m'a donné en même temps une très très grande liberté, c'est-à-dire que je me suis mis à lire de tout. Autant après, quand il y a eu le viol, ça a refermé des choses, mais la lecture m'a ouvert en même temps. Je ne l'ai pas vécu du tout comme une forteresse, hein. Ça a été comme une ouverture, c'est-à-dire que je pouvais lire, et ce que j'ai eu après comme éditeur, c'est-à-dire que je pouvais lire comment dire, les Jalna, qui est une espèce de saga de l'époque où les gens de Mogador, et découvrir Faulkner, lire tout Proust, où j'avais 15 ans, 16 ans, et j'étais dans comment dire, une avidité incroyable. Et je pense que la lecture d'abord m'a permis, puisque quand même quand on lit Proust, ou toute l'humiliation de Charlus à un moment, ou quand on lit Faulkner ou certains auteurs, je lisais de la violence, je lisais de l'humiliation, je lisais la haine, mais ça m'a permis, je pense, de tenir en laisse quelque chose qui tient en moi. C'est vrai que j'éprouvais aussi de la colère, de la haine, mais tout ça, ça m'a permis... En fait, la lecture a civilisé ma détresse, je crois, d'une certaine manière. Ça a été extrêmement important là-dessus. Et ça m'a rendu totalement libre. C'est-à-dire que j'ai plus de non plus... autant les viols c'est un peu surpassable, c'est bon. Là, j'étais tout participé à une époque. En musique, c'est pareil. La chansonnette participe autant que la musique classique, que le jazz, que autre. Ça fait partie d'une civilisation et un moment précis. Et j'ai toujours pensé qu'une chanson, si elle fait un succès, s'il y a quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose qui touche quelque chose d'universel. Même si c'est pas très bon sur le plan musical, mais ça veut dire quelque chose. Et c'est vrai que je me suis senti extrêmement libre.
Et je me foutais mais complètement de redoubler les classes. Mes pauvres parents étaient en tous leurs états. Et bon, voilà, ça a été un moment vraiment, vraiment, vraiment formateur, enfin. Donc, mais bon, c'est peut-être la deuxième histoire qui a été la plus, que j'ai minimisée, qui est peut-être presque une des plus importantes, je pense. Parce que la deuxième histoire, alors, donc la rencontre de Julien. Voilà. La première et la troisième, c'est des adolescents. Ça montre quand même qu'on peut être abusé, on dit beaucoup par les adultes. Oui, c'est vrai. Oh, pas que, bien sûr. Mais à 70-75% et dans les familles. Comment on appelle ça, nos contemporains, ceux de notre génération, sont aussi les enfants de ces adultes. Et trimballent, et ils sont marqués par leur racisme, par leur connerie, ou par leur générosité et leur grandeur. Hein. Il ne faut pas non plus... mais ça peut se traduire comme ça. Le deuxième, ça a été à la piscine. Parce que ce qui était très bizarre, c'est que, et là j'arrive pas vraiment à l'expliquer, après le viol, ça m'a... j'ai été très très méfiant des autres garçons, mais j'ai eu quelques... ça ne m'empêchait pas de draguer, sans comment dire, concrétiser les choses. Mais ça prouve qu'il y avait... le deuxième n'était pas me faire enfermer là non plus. Et le deuxième, c'est un adulte. Donc j'avais 15 ans, il en avait 30, je pense. C'était la piscine. Et il s'est noué je pense que j'ai été amoureux, et que lui aussi. Et ce qui a été extrêmement important, c'est que après le viol, c'est qu'il m'a démontré, il m'a fait vivre quelque chose qui démontrait que l'acte physique pouvait ne pas être de violence, pouvait être plein de tendresse, d'attention, et ce qu'il était. Ça a été absolument extraordinaire. Alors évidemment, je suis parti après en vacances, on se voyait assez souvent, et quand je suis revenu, il n'est jamais venu au rendez-vous. Alors je pense que qu'est-ce qui s'est passé en lui? Est-ce qu'il a eu peur? Qu'est-ce qui était son métier? Qu'est-ce que peut-être tombait-il amoureux et qu'il ne savait pas complètement comment vivre ça? Et puis c'était une époque où il pouvait être poursuivi devant un tribunal. Absolument. Donc je pense qu'il a été dépassé lui aussi par les... mais je me souviens, et je le dis dans le texte, à un moment, quand on part, il m'emmène dans la campagne, enfin dans la moyenne montagne, hein, en dehors de la ville de Roanne, et j'aurais pu avoir très très peur. Et j'étais pas très rassuré, en même temps totalement rassuré. Et il m'emmène, et à un moment, sans que si je lui dis non, il accepterait que je dise non, mais ça serait extrêmement douloureux pour lui. Et je ne voulais pas que ça soit douloureux pour lui. Je ne voulais pas qu'il y ait souffrance pour lui. Et c'est en fait en écrivant ce texte que je me suis rendu compte qu'il a peut-être ébranlé une certaine confiance dans le rapport amoureux. Bon, bien que je sois toujours quelqu'un qui était un solitaire, mais il m'a sauvé, il m'a fait un cadeau incroyable, quoi. L'acte physique est une chose qui est un épanouissement qui est formidable, mais pas que de la violence. Ça a été une chance que j'ai eue incroyable, maintenant quand j'y pense. Donc oui, je voulais lui rendre hommage à cet homme. Cette relation, effectivement, a été une rédemption après ce qui t'était arrivé. Oui. Et ça, je trouve que c'est vraiment magnifique. Mais tu dis aussi que ça t'a
ça a brisé quelque part ta croyance en l'amour et que ça t'a quelque part aussi, tous ces événements t'ont un petit peu condamné à la solitude. Et en même temps, cette solitude, tu l'apprécies parce que ce qui ressort de toute façon quand tu parles de ton enfance, c'est que tu es un solitaire déjà enfant. Donc, quelque Absolument. part, ces événements n'ont fait que conforter cette solitude. Moi, j'apprécie beaucoup que tu réhabilites justement l'idée de la solitude et qu'on puisse être heureux en étant seul et pas forcément inclus dans un schéma familial traditionnel ou un schéma de couple traditionnel. Et est-ce que tu ne penses pas de toute façon que cette solitude, pour un écrivain ou pour un artiste, c'est un bienfait? Parce que la solitude, il me semble que c'est quand même une des conditions nécessaires à la création. Je ne me suis jamais posé vraiment la question. Je sais que la solitude pour moi a été, oui, tel que je le dis dans la première page, ça a été quelque chose de vital. Mais quand j'avais 4-5 ans, j'avais 4-5 ans. Donc ça faisait réellement partie de moi. Et je pense qu'il y a des êtres de solitude. C'est un grand tabou. Euh, on, on peut vivre. Moi, la solitude, elle a pu être infligée des fois quand il y a une rupture amicale ou une relation. Bon, mais elle n'a jamais, en tout cas, été d'être seule, n'a jamais été une souffrance. Jamais, jamais, jamais. C'est aussi, même après la mort de mes parents, après arrive le sida et où beaucoup de mes amis, dont mon ami Jean-Michel Québillier, qui était mon très très grand ami, la solitude me permettait de les retrouver en même temps. Et ils étaient totalement vivants. C'était une manière de retrouver du vivant. C'était quelque chose de... oui, ça n'a jamais été quelque chose... Enfin, en tout cas, je n'ai jamais eu l'impression que je le vivais d'une manière extrêmement négative et morbide. Pas du tout. Et évidemment, quand j'ai commencé vraiment à écrire, vraiment à écrire, d'ailleurs qui est après la mort de mes parents, vraiment où j'ai commencé vraiment à écrire, là, il n'y a pas eu de problème parce que ben, j'étais seul, donc j'étais dans mon élément. Ça a été, je me suis jamais posé la question. Enfin, j'étais bien comme ça, c'était très très bien. C'est ce qu'il me fallait. Enfin, au bout de 4, 5, 6 jours, même chez Gisèle, que j'aime beaucoup, il faut que je me retrouve seul. C'est quelque chose d'absolument vital chez moi. C'est là où je dis que c'est qu'il y a des êtres qui vivent, où le vivant est habité par la solitude. Ce n'est pas une solitude négative, une solitude destructrice, une solitude, pour moi, je ne l'ai jamais vécu comme ça. Ça n'a jamais été une solitude du manque, une solitude de la frustration. Voilà. Mais je sais que toutes les relations, j'ai eu certaines relations qu'on pourrait dire amoureuses et autres, mais au bout de 2 mois, 3 mois, j'en avais mais ras-le-bol. J'avais envie de retrouver, d'être perpétuellement avec quelqu'un, ça m'assommait, enfin, c'est pas fait pour moi, quoi. Alors je pense que par exemple, ce qui s'est passé avec Julien, peut-être que j'espérais, je ne sais pas si j'étais amoureux de lui, sans doute qu'il y avait une sorte de... mais c'est vrai que je me suis dit, bon, ces relations humaines, amoureuses, c'est ça. Mais en fait, ça a rencontré d'une certaine manière ce que j'étais déjà, c'est-à-dire quelqu'un de solitaire. Je pense que ça, je ne sais pas s'il y a eu vraiment je ne l'ai pas vécu vraiment quand même comme une douleur. Peut-être que j'ai presque plus vécu, sans m'en rendre compte, presque comme une délivrance. J'étais libre, du coup, peut-être.
Maintenant, en parlant, je me dis que oui, ben, j'avais pas à m'imbriquer dans des histoires, c'était pas mon truc. Mais je crois que c'est la nécessité de la solitude est quelque chose d'extrêmement tabou. Enfin, comme jamais on a fabriqué, avec les nouvelles technologies, une solitude obligée d'ailleurs aujourd'hui, qui est très différente. C'est une solitude de consommation, si j'ose dire. La mienne, elle n'a jamais été une solitude de consommation. Elle a vraiment été une solitude de plaisir ou de me retrouver en moi-même, enfin de plonger en moi-même. Bon, avec tous les égarements qu'on peut avoir, parce que bon, on plonge en soi-même, mais on se raconte des histoires, et des fois, on se raconte des choses qui ne sont pas des histoires, qui sont la réalité. Enfin, tout est très... tout se mêle, enfin... Et on écrit aussi beaucoup dans sa tête. Et on écrit absolument dans sa tête. Bon, mais j'avais toujours un peu écrit, hein. Mon premier texte, j'avais 13 ans, 14 ans. Alors, est-ce que c'était avant, après le viol? Je ne me souviens pas de ça. Je pense, oui, c'était peut-être juste avant. J'adorais les westerns et tout, alors je passe le texte à ma mère, c'était sur un cahier d'écolier réglé, tout ça, et ma mère qui avait de l'humour sans s'en rendre compte, elle me dit, alors c'est une histoire de cow-boy, et elle me dit, eh oui, c'est une histoire de cow-boy. Et tout était dit. Là, j'ai quand même compris que il y avait quelque chose qui lui avait pas spécialement plu, qu'elle s'était un peu embêtée. J'aurais envie de te poser une dernière question. Est-ce que tu penses que l'écriture de ce livre t'a libéré justement de ces démons du passé? Déjà de les dire, de creuser un peu les choses. Oui. Ça aide. Étrangement, j'ai pu faire le déni, par exemple, peut aussi bloquer du cauchemar, ne pas faire de cauchemar. Mais j'ai fait quelques cauchemars depuis que j'ai écrit le livre, parce que les choses me sont revenues avec une très grande précision. Et quand j'ai réécrit, par exemple, toute la séance du viol, c'est vrai que c'est comme si j'étais à distance et d'un seul coup, comment dire, avant, il y avait le tout, le viol. Mais là, d'un seul coup, le viol était fait de détails et une succession de choses. Et je revoyais presque seconde par seconde les choses. Donc c'est vrai que d'un seul coup, en le réécrivant, j'ai ressenti, si je puis dire, mon corps de garçon de 14 ans. Donc ça m'a... temps à autre, des cauchemars, c'est peut-être un grand mot, mais des fois dans le sommeil, ça me réveille, il y a des choses, mais je pense que c'était vraiment, vraiment nécessaire de le faire. C'est ce qui est important, enfin, à mon idée. Je pense que oui, ça m'a délivré de beaucoup de choses quand même. Je pense que ton œuvre est une œuvre de salut public, parce que je pense que vraiment ça peut aider énormément de jeunes, parce qu'il y a malheureusement aujourd'hui énormément de jeunes qui subissent ce que tu as vécu, même si aujourd'hui c'est plus facile sans doute pour eux de le dire et de se voir rendre justice. Oui, oui, des trucs où c'est terrible. Ce que je voulais rajouter, c'est qu'en fait, et là je pense que c'est là, ça rejoint ce que tu dis, tu me posais comme question, une fois que j'ai terminé le livre, quand même il y a une chose que je me suis dite, et ça j'étais, je crois que là ça... Bon, d'abord je me suis dit une chance quand même d'écrire, de pouvoir le dire, c'est qu'une chose dont je me suis dit, eh ben mon vieux, tu t'en es quand même pas trop mal sorti. Et même dans ma vie professionnelle, enfin, je veux dire, bon, c'est vrai que j'ai été dans des milieux, librairie, édition, ça n'a jamais été compliqué
pour les gens ont compris que j'étais homo, il n'y a jamais eu un problème. Hein. Je n'ai pas été, comme dans la majorité de métiers, à l'époque, je ne sais pas maintenant, mais sans doute ça peut aussi arriver encore, que je sois ce que j'étais et je suis, n'a jamais créé problème. Donc c'est vrai que ça a été, ça m'a, d'une certaine manière, oui, il y a une libération. Enfin, j'ai pu me dire, arrivé à mon âge, mon Dieu, oui, t'as une vie quand même t'as eu quand même une vie quand même assez étonnante. Et tu t'en es quand même bien sorti. Bien, est-ce que pour terminer, tu pourrais nous lire donc un extrait à la page 14-15? Alors, aujourd'hui, il m'est impossible d'évoquer cette enfance aux échos qui m'importune, me déchire, tourbillonne, m'enlace, me ravisse aussi. Enfance brouillée au creux de laquelle je m'endors, eh bien, dors. À mon réveil, ou tandis que je m'épuiserai à trouver le sommeil, je déambulerai, je m'y essaierai tout au moins. Dans ce qu'à cette heure j'appelle le temps jadis, dans un autre fois aux étendues foudroyées, aux recoins aveuglants, aux vieilles eaux fanées, je ne renoncerai pas à la chaotante balade et je me ferai une fois de plus de la littérature. Peut-on se débrouiller autrement? Il y a foule autour de moi, foule composée d'ombres, de fantômes, de morts, de mirages, de personnages incolores, de personnages incarnés. J'ai en horreur les foules, toutes liesses sous terreur, et si je m'en tenais à ausculter un seul fait, une seule période de ma vie, ce serait ce pont croulant entre l'enfance et l'âge adulte, l'incurable adolescence. Merci Daniel. C'est moi qui te remercie.